Merci aux organisateurs de me donner la possibilité de m'adresser à vous aujourd'hui. Merci au recteur de l'université de nous accueillir. J'ai commencé ma carrière académique en enseignant aux étudiants de médecine à une dizaine de mètres d'ici. Je l'ai terminé en enseignant à l'école polytechnique à une centaine de mètres d'ici. Donc c'est toujours un moment très émouvant pour moi de venir. Je ne vais pas trop parler d'alimentation de futur en fait. Et mon intervention va être plutôt axée sur les frontières qui devraient tomber pour que l'innovation dont nous avons besoin dans le secteur industriel, mais je crois aussi au niveau d'un partenariat entre l'industrie et le privé, ces frontières devraient tomber, sont en train de tomber. Et une de nos questions, bien sûr, étant implantée en Suisse de manière très importante, un tiers de notre recherche et développement se passe encore en Suisse pour des raisons historiques, mais nous regardons à l'étranger, nous sommes présents partout dans le monde, à la recherche de talents, de culture et de capitaux qui nous permettront d'aller de l'avant. En fait, j'ai deux fins, un peu comme dans un film hollywoodien. Si je sais que j'aurai le temps d'arriver à la première, qui est une happy ending, et si j'ai un peu plus de temps, et si les organisateurs m'en donnent, j'irai jusqu'au bout de ma pensée. Donc, ce que vous avez ici, et j'ai l'impression que la première diapositive était partie, voilà. C'est un peu le voyage qu'a entrepris Nestlé il y a 10-12 ans, sous la houlette de notre CEO et chairman actuel, Peter Brabeck, à savoir opérer une transition du monde de l'agroalimentaire vers le monde de la nutrition et de la santé. Cette transition, en fait, elle reflète ce qui s'est passé ailleurs dans le monde historiquement, bien que malheureusement encore aujourd'hui, il y ait bien des pays au monde qui n'ont pas progressé de la manière dont nous l'avons fait dans le monde occidental. Notre relation avec la nourriture a changé. À la base, c'était une question de survie. Puis rapidement, donc il fallait qu'il y en ait suffisamment. Rapidement, quand il y en a eu suffisamment, il fallait qu'elle soit sûre. Et parfois, on oublie, quand on critique l'industrie alimentaire, que le packaging, la mise en emballage, a été créé, inventé par l'homme pour se protéger, pour que la nourriture ne soit pas avariée. Donc, d'une nécessité de survie, on est arrivé à une nécessité de sécurité. La sécurité est encore un problème majeur dans le monde, évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure. Puis nous sommes entrés dans une période qui a été un tournant, puisqu'il s'est agi de comprendre, d'anticiper le goût du consommateur pour lui donner une nourriture qu'il aime. Et la question qu'il se posait, c'est « est-ce que je l'aime ?» Ça aboutit à certaines dérives, trop de sucre, trop de sel, que nous sommes en train de corriger à l'heure actuelle de manière globale et tout particulièrement au sein de Nestlé elle-même. Et puis il y a eu une autre dimension qui est celle de la nutrition, de la santé et du bien-être, dont nous aspirons à être les leaders. Et l'histoire aurait pu s'arrêter là, si ce n'était que la nouvelle génération, qu'on appelle parfois les millennials, qui sont des jeunes gens ultra connectés entre eux avec des instruments, se pose une question supplémentaire, à savoir, est-ce que c'est bien? C'est pas est-ce que j'aime, mais c'est est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien pour l'environnement? Quelle est la société qui est derrière? D'où viennent les aliments? D'où viennent les matières premières? Cette quantité d'informations, une fois qu'elle est obtenue par l'un d'entre eux, se distribue à travers le monde comme une traînée de poudre. Et nous devons apprendre à gérer ces nouvelles attentes. Maintenant, cette nouvelle génération ultra connectée, non seulement va abolir certaines frontières, à mon avis en tout cas, entre eux-mêmes. Une frontière importante me semble la différence entre l'isolement et la multitude. On peut être très seul et très connecté. On peut avoir des centaines, voire des milliers d'amis sur les réseaux sociaux qu'on n'a jamais rencontrés, qu'on ne rencontrera jamais. Je ne sais pas si c'est mieux ou moins bien. Il faudra que des philosophes, des spécialistes des sciences humaines nous aident à répondre à ces questions. Mais c'est une réalité. Maintenant, je vais vous donner un exemple un peu plus pratique. On a eu des moments forts culturellement et de leadership aujourd'hui, aussi beaucoup d'émotions tout à l'heure. J'aimerais vous donner quelques exemples pratiques. Ce que vous avez à gauche de cette diapositive, c'est une montre que portait à son bras le président de l'innovation d'une grande société technologique asiatique, en dînant avec moi, et il me montrait effectivement que la montre était capable de percevoir tous ses paramètres vitaux. Et si, et dans la mesure où cette montre avait aussi son agenda, ce qu'il avait fait auparavant, ce qu'il allait faire par la suite, et la capacité d'interagir de manière vocale, c'est-à-dire sans qu'on reste fixé sur la montre pour savoir ce qu'on a mangé ou pas. Imaginez un premier dîner chez votre belle famille et que tout d'un coup la montre vous dit « arrête de manger ça et commence à courir ». Ça pourrait être embarrassant. Mais il m'est arrivé en fait d'interagir avec cette montre et de lui poser des questions non pas
analogique mais logique, c'est-à-dire vous posez la question quel est le PIB de la Chine, des États-Unis et des Philippines? Et l'appareil répond avec une voix très naturelle. 5 à 10 minutes après, je suis revenu en disant au fait, j'ai oublié de demander quelle est leur population. Quelle est leur population, sans faire la liste des pays, et la montre me les a donnés parce qu'elle est revenue en arrière et a compris de quoi j'étais en train de parler. Donc, ces appareils vont abolir une frontière supplémentaire, vont pénétrer à l'intérieur de notre physiologie. Les prochaines générations sont déjà tatouées sur la peau et d'autres seront internalisées. En même temps, toujours cette génération communique avec des appareils beaucoup plus quotidiens, tels que le frigo qui est là, qui est une réalité, qui a la capacité de mesurer ce qui est à l'intérieur et de proposer certains menus. Alors, il n'y a qu'un pas à imaginer que non seulement la frontière entre l'homme et la machine va se modifier, mais que les frontières entre machines vont se modifier. Et si ce smartphone est au courant effectivement de ce que vous avez fait la semaine précédente, de ce que vous allez faire la semaine d'après, de ce que vous avez dans votre frigo, de vos paramètres vitaux, il pourra se connecter sur un réseau commercial online, faire les commandes à votre place. Ceci n'est pas un passé dans le futur, n'est pas un futur lointain, c'est le présent d'aujourd'hui. Cette interactivité va générer une multitude de données personnelles sans précédent. Alors, voyons, ceci est un extrait d'une présentation au World Economic Forum qui est sur leur site web, qui récapitulait les grandes révolutions industrielles. Tous les 100 ans, jusqu'à maintenant en tout cas, il y en a une. La première, la seconde, qui était la suite logique, on va dire, de la première. Et puis la troisième, nous sommes encore en ce moment au milieu de la troisième, qui est celle de l'informatique, et on se pose la question de la quatrième, qui va venir bousculer nos habitudes. Je vais vous donner un ou deux exemples tout à l'heure. Et vous voyez que le petit logo m'a interpellé, le logo en bas à gauche de la quatrième révolution, cette cybernétique des grandes données. Ce n'est pas un appareil, c'est le cerveau humain. Et au cours de la journée, la matinée et plus récemment, j'ai entendu plusieurs des intervenants demander si la Suisse était bien placée. Et j'aimerais vous donner un exemple local, suisse romand, qui est un des plus beaux projets scientifiques auxquels j'ai jamais été associé. C'est ce qu'on appelle Blue Brain et qui vient de migrer au campus biotech de Genève, piloté par Henri Markram, une collaboration privée-publique. Henri l'avait appelé Blue Brain parce qu'il collaborait avec l'ordinateur Blue Gene d'IBM, qui à l'époque était le plus puissant. Alors, le but ultime de ce projet était en fait d'utiliser le fonctionnement du cerveau humain pour déterminer quelle sorte d'algorithme et d'appareil pourrait gérer la complexité, c'est du moins comme ça que je l'avais compris à l'époque, la complexité de la gestion de grandes données qui se profilent dans les années qui viennent. Alors, en Suisse, parfois, on est très très bon à reconnaître l'excellence à l'extérieur, et parfois on oublie qu'il y a des achievements sans précédent qui sont juste la porte à côté et qui méritent notre soutien, qu'ils soient privés ou publics, et qui en fait alignent l'intérêt du privé et du public. Pour moi, c'est une possibilité de se poser la question de la frontière entre l'âme et la machine. Imaginez qu'on puisse coder un jour une idée, ou un sentiment, ou une série d'idées, ou une série de sentiments, ou un phénomène cognitif complexe. Eh bien, un tout petit bout de nous, de notre conscience, peut-être de notre âme, sera immortalisé sur un ordinateur. Je pense encore une fois, je ne sais pas si c'est bien ou mal, mais je pense que c'est un développement qui est à portée de la main. D'ailleurs, je suis personnellement convaincu que l'homme ne peut imaginer que des choses qui sont faisables, réalisables, d'une part, et que d'autre part, tout ce qui est faisable sera fait un jour. Maintenant, j'aimerais partager avec vous, j'ai mentionné ma propre histoire personnelle. Pour finir, on n'est jamais aussi bon que quand on ressort un petit peu les émotions qu'on a vécues. Lorsque j'ai quitté la faculté de médecine pour l'école polytechnique, j'ai rencontré un monsieur, Heini Rohrer, un géant, qui est décédé il y a quelques années, qui avait reçu le prix Nobel de physique parce qu'il avait inventé la microscopie à effet tunnel, la microscopie à force atomique. Et en fait, il me l'a enseigné aussi, et il essayait de me convaincre que c'était un bon mouvement que de passer de la médecine à l'ingénierie. Et il l'a, dans une cafétéria de l'école polytechnique fédérale de Zurich, cette fois,
il a gribouillé sur un morceau de papier le graphique qui est là. À gauche, sur l'axe vertical, vous avez des échelles de mesure, de la plus grande à la plus petite, macroscopique jusqu'à atomique. Et sur l'axe horizontal, l'abscisse, vous avez le temps. Et puis vous avez la mécanique et la chimie. Et son message était de dire, tu vois, la mécanique a commencé très macroscopique et maintenant elle est atteinte d'atteindre des dimensions de plus en plus petites. De l'autre côté, la chimie a commencé à l'échelle ionique, moléculaire, en solution, et puis nous avons créé des suprastructures, une architecture moléculaire et supramoléculaire, qui elle aussi est en train de s'approcher de la même cible. Et cette cible, c'est l'échelle des nanotechnologies, l'échelle nanoscopique, qui n'est rien d'autre que l'échelle des mécanismes vivants. Et je me souviens à Annie qui me disait, je ne sais pas quand ces trois courbes vont se rencontrer, mais quand elles vont se rencontrer, il va se passer quelque chose d'absolument remarquable. Et je te conseille d'être là pour être aux premières lignes. Je vous donne juste quelques exemples de ce que ça représente. Les grandes machines industrielles, remplacées par la microtechnologie. La Suisse était à la pointe dans les deux cas, la vallée de Joux pour l'histoire des montres, évidemment. Et puis on arrive maintenant à des dimensions de manufacturing, je n'ai pas le mot en français, qui sont réellement extraordinaires, comme ce petit moustique qui tient sur la pointe d'un doigt. En même temps, je le disais, la chimie passe des solutions à la chimie organisée qui commence à viser les moteurs cellulaires. C'est le complexe tropomyosine qui nous permet de contracter les muscles. Tout cela va générer une quantité de données extraordinaires qui va se rajouter aux données personnalisées ou personnalisables, sans frontières, que j'ai mentionnées tout à l'heure. La seule façon de les gérer, c'est une approche analytique de stockage, de gestion et d'analyse des données. Et je suis à plus de 2 secondes, mais j'ai bientôt fini, donc vous n'aurez que le happy ending. Je reviens sur la première révolution industrielle. Vous avez 3 personnages ici, et j'aurais voulu faire un sondage et vous demander à qui est-ce que vous confieriez les clés de votre voiture. Et pour l'avoir déjà fait, je sais qu'il y aura un tiers, un tiers, un tiers. Je ne sais pas qui sera à droite et qui sera à gauche ou au centre, mais l'un est un génie de la mécanique, l'autre est un professeur d'université, facile à reconnaître, c'est celui qui est en extase devant son éprouvette, et le troisième est un entrepreneur. Ces 3 personnages sont à l'origine de la machine à vapeur moderne. Et c'est en fait leur convergence des talents spécifiques, une culture globale et le goût d'un certain risque qui a fait que la machine à vapeur que nous connaissons aujourd'hui a pu se développer. Et c'est lorsque Reebok a pris contact avec le gouvernement britannique pour que la Navy finance leurs expériences qu'on a eu l'explosion que vous connaissez. Donc, ceci est ma dernière slide. Pour moi, les frontières disparaissent les unes après les autres dans tous les domaines. Les enjeux qui sont derrière la disparition de ces frontières sont globaux et d'une telle complexité qu'aucune compagnie ne sera jamais assez grande pour les gérer et que c'est un partenariat, un alignement d'intérêts entre le privé et le public pour la création de valeurs partagées qui soient reconnues comme telles, de manière à ce que ces partenariats soient encouragés par la population, qui sera probablement, en tout cas à mon avis, un des facteurs clés de la réussite. Je vous remercie pour votre attention. Merci Stéphane Katsikas. Je vous laisse rejoindre. Vous pouvez choisir, à gauche ou à droite. Oui, je vous laisse rejoindre votre place. Présentation vertigineuse, je ne regarderai plus jamais mon frigo de la même manière.